Pour le monde extérieur, je suis une femme qui a tout réussi et qui maîtrise la situation. À 31 ans, je suis la fondatrice et PDG de Méridien Immobilier, une société de promotion immobilière que j'ai bâtie à partir d'un seul appartement en location et de 12 000 € d'économies que j'avais amassées en enchaînant les doubles gardes pendant mes études universitaires. Notre portefeuille s'étend aujourd'hui sur 4 régions françaises. Nous avons des bureaux à Lyon, à Bordeaux, et un nouveau siège prestigieux au 42e étage d'une tour de verre à la Défense, à Paris. Au printemps dernier, le magazine Challenge m'a consacré un article. Le grand titre me qualifiait de « Force tranquille qui redessine l'immobilier français ». Ma mère a pleuré en le lisant. Elle en a imprimé 3 exemplaires et en garde un sur son réfrigérateur encore aujourd'hui. Si je vous raconte tout cela, ce n'est pas pour vous impressionner. Je vous le dis parce que j'ai besoin que vous compreniez exactement le chemin que j'ai parcouru, et à quel point j'avais accordé ma confiance à la seule personne qui était censée être à mes côtés pour traverser tout cela. Cet homme, c'est mon mari. Il est, ou plutôt était, le directeur financier de Méridien Immobilier. Je lui ai confié ce poste 2 ans après notre mariage, après qu'il a passé des mois à me répéter qu'il croyait en ma vision, qu'il voulait participer à la construction de quelque chose d'authentique. Il avait un MBA d'HEC Paris. Son charme rayonnait dans n'importe quelle pièce. Il avait un sourire qui m'a fait croire, pour la première fois de ma vie d'adulte, que je n'avais pas à tout porter toute seule. J'avais tort, mais j'anticipe. Laissez-moi vous ramener au matin où tout a basculé. Le matin de la conférence de presse de la Tour Horizon. La Tour Horizon était le plus grand projet de ma carrière. Un complexe à usage mixte dans le quartier de la Confluence à Lyon, 40 étages, des résidences de luxe sur la moitié supérieure, des commerces et des espaces de coworking en bas, et un jardin sur le toit que notre architecte avait passé 8 mois à dessiner. Nous travaillons sur ce projet depuis 3 ans. 3 années de bataille pour les permis de construire, de réunions avec les investisseurs, de nuits blanches et de plus de tableaux Excel que je ne pourrais en compter. La conférence de presse était l'annonce publique officielle avant le premier coup de pioche. Nous avions 52 journalistes confirmés, 3 équipes de télévision locales, une douzaine de nos plus gros investisseurs, et le premier adjoint au maire qui assistait à l'événement en personne. J'étais réveillé depuis 4 heures du matin. À 7 heures, j'étais au bureau en train de revoir mes éléments de langage avec mon directeur de la communication. À 8h30, j'étais habillé, un blazer ivoire structuré, un pantalon tailleur bleu marine, les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère. Je me tenais devant le miroir de ma salle de bain privée et je me disais, c'est toi qui as construit tout ça. Cette journée est à toi. Mon mari m'avait envoyé un SMS à 7h45, je suis un peu en retard. On se voit sur place. Je n'y ai pas prêté attention. Il était souvent en retard. L'événement se tenait dans l'atrium du rez-de-chaussée de notre bureau lyonnais, un espace vertigineux avec des baies vitrées donnant sur le Rhône. Mon équipe l'avait transformé pendant la nuit. Il y avait des fleurs, des panneaux d'affichage avec des rendus architecturaux, un pupitre, des rangées de chaises qui se remplissaient déjà de journalistes et d'invités. Les équipes de tournage s'installaient sur les côtés. Mon assistante, Inès, m'a tendu un café quand j'ai passé la porte et m'a jeté un regard qui signifiait que tout était prêt et que je devais souffler un coup. Je discutais avec 2 investisseurs près des panneaux d'affichage lorsqu'elle est entrée. Je l'ai remarqué parce qu'elle est passée par l'entrée du personnel, la porte latérale qui nécessitait un badge, ce qui voulait dire que quelqu'un l'avait laissée entrer. Elle était jeune, peut-être 24 ans, vêtue d'une robe trop habillée pour un mardi matin et trop moulante pour un cadre professionnel. Elle tenait un gobelet de café du bistrot d'en face. Elle balayait la pièce du regard avec une expression que je ne peux décrire que comme celle de quelqu'un qui pense être sur le point de réclamer son dû. Je ne la connaissais pas. Je suis retourné à ma conversation. Ce qui s'est passé ensuite a pris moins de 10 secondes. J'ai entendu Inès dire d'un ton sec, « Excusez-moi, vous n'avez rien à faire ici. » Et puis je l'ai senti, une vague de chaleur sur mon épaule gauche et le long de mon bras. L'odeur de l'expresso. J'ai baissé les yeux et j'ai vu une tache sombre éclore sur mon blazer ivoire, s'étendant rapidement, trempant à travers mon chemisier. La pièce a plongé dans le silence. Je me suis retourné lentement. Elle se tenait à 1 mètre de moi, le gobelet désormais vide à la main, me fixant avec une expression qui n'avait absolument rien d'affligé. Autour de nous, je pouvais entendre les appareils photo, les 50 journalistes, chaque œil dans la pièce braqué sur nous. « Oups », a-t-elle dit, avec un sourire.
J'ai déjà été dans des situations difficiles auparavant. Je me suis assise face à des banquiers qui m'ont dit qu'une femme de mon âge n'avait pas à demander autant de capital. J'ai vu des entrepreneurs quitter des chantiers parce qu'ils refusaient de recevoir des directives de ma part. J'ai été sous-estimé, ignoré et interrompu dans plus de salles de conseil que je ne peux le compter. Alors, quand je vous dis que je suis resté là, dans cet atrium, avec de l'expresso dégoulinant de mon blazer devant 50 journalistes, et que je n'ai pas haussé le ton, j'ai besoin que vous compreniez que ce n'était pas de la faiblesse. C'était un muscle que j'avais passé des années à forger. Je l'ai regardé calmement. Je vais avoir besoin que vous m'expliquiez ce qui vient de se passer. Elle a penché la tête. Je ne crois pas que je vous doive une explication. Vous venez de me renverser du café dessus à ma propre conférence de presse, ai-je dit, en gardant une voix posée, dans mon propre immeuble. Alors oui, vous m'en devez une. Elle a fait un pas de plus, et quand elle a repris la parole, sa voix était assez forte pour que les personnes les plus proches de nous l'entendent clairement. Votre immeuble ? Elle a ri, un son bref et creux. Ma chérie, mon mari est le directeur financier de cette entreprise, ce qui veut dire que la moitié de tout ce qui se trouve dans cette pièce est à moi, y compris, elle m'a toisé de haut en bas, quoi que ce soit que vous portez. Le silence qui a suivi était de ceux qui ont un poids. J'ai entendu le clic d'un appareil photo, puis un autre. Je l'ai longuement regardé. Ensuite, j'ai glissé la main dans la poche de mon blazer, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS. 3 phrases. J'ai gardé une expression complètement neutre pendant que je tapais. J'ai besoin de toi au bureau de Lyon tout de suite. Ta petite amie vient de se présenter à moi et à 50 journalistes. Tu ferais bien d'arriver avant que je commence à répondre aux questions. Puis j'ai tendu mon téléphone à Inès, je me suis tourné vers la salle, j'ai souri à personne en particulier et j'ai dit, accordez-moi 8 minutes. Je me suis dirigé vers mon bureau privé, j'ai fermé la porte, je me suis changé pour enfiler le blazer de rechange que j'y gardais, un gris anthracite, tout aussi élégant, et j'ai remis les perles de ma grand-mère. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air bien. J'avais l'air de quelqu'un qui ne venait pas de se faire piéger devant tout son univers professionnel. Ensuite, je suis ressorti, je suis monté au pupitre et j'ai donné la meilleure présentation de ma carrière. Au milieu de mon discours, j'ai vu mon mari entrer par le fond de la salle. Il scrutait les visages avec la panique particulière d'un homme qui ne sait pas encore à quel point la situation a dégénéré, mais qui sait que les dégâts sont lourds. Il l'a trouvé près du mur latéral. Je l'ai vu blêmir. J'ai continué à parler. Rendu 3D, calendrier, impact économique projeté. Ma voix était assurée. Mes mains ne tremblaient pas. Les investisseurs hochaient la tête. Les journalistes prenaient des notes. Quand ce fut terminé et que la salle s'est mise à bouger et à bourdonner de conversations, je suis descendu de l'estrade et j'ai marché directement vers l'endroit où se tenait mon mari. Elle était à côté de lui. Elle avait pris son bras. Il ressemblait à un homme debout devant une voiture dont il savait qu'elle allait le percuter. Je pense, ai-je dit doucement, en le regardant lui et pas elle, que nous devrions tous les trois passer dans la salle de conférence. Il a ouvert la bouche. Maintenant, ai-je ajouté, s'il te plaît. La salle de conférence avait des parois en verre donnant sur l'atrium. J'étais consciente que les gens pouvaient nous voir même s'ils ne pouvaient pas nous entendre. Je ne me suis pas assise. Je suis restée debout en bout de table, j'ai croisé les bras et j'ai regardé mon mari. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Il n'a pas répondu immédiatement, ce qui était en soi une réponse. 14 mois, a-t-elle lancé avant qu'il ne puisse l'arrêter. Elle s'est assise sans y avoir été invitée et a croisé ses mains sur la table comme si elle s'installait confortablement. Nous sommes ensemble depuis 14 mois et je suis enceinte de 11 semaines. J'ai regardé mon mari. Il fixait la table. C'est vrai, ai-je demandé. Il a hoché la tête. Il y a des moments dans la vie où vous recevez une information qui devrait vous briser, et au lieu de cela, vous sentez quelque chose devenir très immobile et très froid à l'intérieur de vous. Comme un système informatique qui désactive toutes ses fonctions non essentielles pour maintenir le noyau en marche. C'est ce qui m'est arrivé à cet instant. Je me suis senti devenir très calme, très lucide. D'accord, ai-je dit. D'accord, a-t-elle répété. Elle semblait presque agacée que je ne sois pas plus visiblement détruite. C'est tout ce que tu as à dire ? Qu'est-ce que tu préférerais que je dise ?
Je préférerais, a-t-elle commencé. Je ne m'adressais pas à vous, ai-je rétorqué. Pas méchamment, simplement comme un fait. J'ai reporté mon attention sur mon mari. J'ai besoin que tu rentres à la maison. Je demanderai à un avocat de te contacter d'ici la fin de la journée. N'accède à aucun des comptes de l'entreprise. N'envoie aucun email depuis ton adresse professionnelle et ne parle à aucun membre de mon personnel avant d'avoir consulté un conseiller juridique. J'ai fait une pause. Cette dernière consigne est pour ta protection autant que pour la mienne. Il s'est levé. Il avait l'air de vouloir dire quelque chose, des excuses, une explication, n'importe quoi, mais il ne l'a pas fait. Il est sorti. Elle est restée assise. Tu ne vas même pas te battre pour lui? Je l'ai regardé, alors, je l'ai vraiment regardé pour la première fois. Elle était jeune. Elle était nerveuse sous son air bravache. Je pouvais le voir à la façon dont sa mâchoire était trop crispée, à la façon dont ses doigts s'étaient raidis contre la table. Elle était entrée dans mon immeuble aujourd'hui en croyant qu'elle allait tout faire exploser. Je me demandais ce qu'il lui avait raconté. Je me demandais quelle version de moi on lui avait servi. Non, ai-je dit. Je ne le ferai pas. Pourquoi pas? Parce que c'est moi qui ai fondé cette entreprise, ai-je déclaré, et je serai toujours là bien après la fin de cette conversation. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans cette pièce. Je l'ai laissée assise là et je suis retourné dans l'atrium. Ce qui a éclaté au grand jour au cours des 11 jours suivants a été bien pire que la matinée elle-même. Mon avocate, une femme avec qui je travaillais depuis 6 ans, pointilleuse et méthodique, a commencé à éplucher les registres financiers l'après-midi même. Ce qu'elle a découvert a pris 2 jours à être entièrement cartographié. Mon mari détournait des fonds des comptes d'exploitation de Méridien depuis près d'1 an. De petites sommes au début, structurées avec soin pour éviter les alertes automatiques, acheminées par 3 transactions écran avant d'atterrir sur un compte personnel dont j'ignorais l'existence. Le total, lorsqu'elle a posé le chiffre final devant moi, s'élevait à 437 000 €. Il en avait utilisé une partie pour louer un appartement à 3 km de chez nous. Il en avait utilisé une autre partie pour lui acheter une voiture. Le reste dormait sur le compte, apparemment destiné à quelque chose dont il n'avait pas encore eu le temps de s'occuper. Je suis resté silencieuse face à ce chiffre pendant un long moment. J'avais donné à cet homme l'accès à la colonne vertébrale financière de tout ce que j'avais passé une décennie à bâtir. Je lui avais fait confiance, non pas parce que j'étais naïve, je veux être clair là-dessus, mais parce que le mariage est censé signifier quelque chose. Parce que j'avais regardé la personne en face de moi à l'hôtel et que j'avais cru que la version de lui-même qu'il me montrait était la vraie. L'amour ne vous rend pas stupide. Il vous pousse à accorder à quelqu'un un degré de confiance qui, s'il est un jour utilisé contre vous, donne l'impression que c'était un piège depuis le début. Ce n'était pas le cas. Vous ne pouviez simplement pas savoir. Mon avocate a déposé à la fois une requête en divorce et une plainte au civil pour fraude financière le même jour. Elle a également transmis les preuves au bureau du procureur de la République, qui a ouvert une enquête pénale. Il m'a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. J'ai demandé à mon avocate de le rappeler. Elle m'a appelé une fois d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché parce que je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas pour l'argent, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Sa voix était différente de celle de la salle de conférence, plus douce. Dépouillée de toute sa comédie. Je jure que je ne savais pas qu'il te volait. Je l'ai cru, en fait. Ce qui ne changeait rien, mais je l'ai cru. Allez-vous garder le bébé, ai-je demandé. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé la question. Je crois que j'avais besoin de savoir. Un silence. Oui. Alors, assurez-vous que votre avocat lance une procédure de reconnaissance de paternité avant que l'affaire pénale n'avance, ai-je dit. Vous avez tout intérêt à verrouiller la pension alimentaire avant que ces comptes ne soient gelés. Un autre silence. Plus long cette fois. Pourquoi m'aidez-vous? Je ne vous aide pas, ai-je répondu. J'aide le bébé. Ce n'est pas la même chose. J'ai raccroché. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Quand le sol se dérobe sous mes pieds, je travaille. Le projet de la Tour Horizon a avancé. Le coup d'envoi des travaux a été reprogrammé et nous avons réuni 112 participants. Le maire est venu cette fois-ci, pas seulement son adjoint.
L'un des journalistes qui se trouvait dans l'atrium le matin de la conférence de presse a écrit un portrait sur moi pour Le Progrès. Le grand titre était « Après la tempête, comment Victoire Leroy continue de bâtir ». Ma mère m'a appelé quand il a été publié. Elle a pleuré de nouveau. Elle m'a dit qu'elle allait l'imprimer, celui-là aussi. Le divorce a été prononcé 4 mois après ma demande. Son procès au pénal est toujours en cours. Son avocat a négocié un accord de coopération, et le procureur utilise les registres financiers pour mener une enquête pour fraude plus vaste concernant une affaire distincte dans laquelle il était apparemment impliqué avant même de me rencontrer. Je ne suis pas cela de près. J'ai demandé à Inès de paramétrer un filtre sur mes alertes d'actualité pour que son nom n'apparaisse pas, sauf si je le demande. Il y a encore une chose dont je dois vous parler parce que c'est important, et parce que je tourne autour depuis le début. Il s'appelle Alexandre. Il est l'avocat externe de Méridien depuis ma 3e année d'activité. Calme, constant, le genre de personne qui vous donne une réponse honnête même quand ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Il était dans l'atrium le matin de la conférence de presse. Il a été l'une des premières personnes à venir me trouver après, non pas pour demander ce qui s'était passé, mais pour me tendre un verre d'eau et me dire « Tu as été extraordinaire là-haut ». C'est tout. Il n'a pas insisté. Il n'a pas donné d'opinion que je n'avais pas sollicitée. Il m'a juste tendu l'eau et est resté là. Et pendant un instant, dans une matinée pleine de bruit et de chaos, ce simple geste silencieux m'a apaisé plus que presque n'importe quoi d'autre. Nous avons dîné ensemble pour la première fois 3 mois après la finalisation du divorce. Ce n'était pas une grande déclaration. Il m'a envoyé un message pour me demander si je voulais manger thaïlandais, et j'ai dit oui. Nous nous sommes assis à une table dans un coin pendant 2h30 et nous avons parlé de tout sauf de travail, ce qui était une première pour nous deux. Quand il m'a raccompagné à ma voiture, il m'a demandé s'il pouvait me revoir. J'ai encore dit oui. C'était il y a 7 mois. La semaine dernière, nous étions assis sur le balcon de mon appartement à regarder la ligne d'horizon de Lyon, quand il a glissé la main dans la poche de sa veste et a posé une petite boîte sur la table entre nous, sans dire un mot. Il n'en faisait pas toute une mise en scène. Il l'a simplement posée là, me laissant décider de ce que je voulais en faire. J'ai regardé la boîte un instant, puis je l'ai regardée. « Tu ne vas rien dire ?» ai-je demandé. « Je me suis dit que tu voudrais l'ouvrir d'abord et tirer tes propres conclusions », a-t-il répondu. « C'est ce que tu fais d'habitude. » J'ai ri. C'était la première fois que je riais comme ça, sans filtre, prise au dépourvu, et plus longtemps que je ne saurais l'expliquer. J'ai ouvert la boîte. Il y avait une bague à l'intérieur, simple, épurée, une pierre unique, rien d'excessif, rien qui n'ait besoin de s'imposer. Le genre de bague choisie par quelqu'un qui a vraiment prêté attention à la personne pour laquelle il la choisissait. Je l'ai regardé à nouveau. Il m'observait avec cette patience si particulière de quelqu'un qui n'essaie sincèrement pas de vous presser. « Oui », ai-je dit. Je n'ai pas eu besoin de plus de temps que cela. J'avais passé assez de temps dans ma vie à être prudente, à mesurer chaque risque, à garder les choses à distance jusqu'à en être certaine. J'avais été certaine à propos de la mauvaise personne autrefois. Mais la certitude n'est pas le but, j'ai fini par le comprendre. Le but, c'est de choisir quelqu'un qui, lorsque la matinée est difficile, que la pièce est bruyante et que quelque chose vient d'éclabousser tous les plans que vous aviez faits, vous tend un verre d'eau, vous dit que vous avez été extraordinaire, et le pense vraiment. Si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas parce que je cherche votre pitié. J'ai ce dont j'ai besoin. Je continue de bâtir. Le chantier de la Tour Horizon démarre au printemps et j'ai 3 autres projets dans les tuyaux juste derrière. La femme qui est entrée dans mon bureau ce matin-là et qui a versé du café sur mon blazer a déclenché quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle a fracturé une vie qui comportait déjà des failles. Et ce que j'ai trouvé en dessous, la fraude, la trahison, l'architecture minutieuse de tromperie que mon mari avait construite juste à côté de la mienne aurait fini par s'effondrer de toute façon. Elle a juste accéléré le calendrier. Je ne lui suis pas reconnaissante, mais je ne suis plus en colère non plus. Je me tiens sur un balcon à Lyon, avec une bague au doigt et un immeuble qui s'élève de l'autre côté du Rhône avec mon nom sur le permis de construire. C'est bien assez. C'est même bien plus que ça.